Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire à chaque fois que la vidéo est exceptionnelle et incroyable, etc. etc. C'est un peu pour vous ambiancer. Mais celle-là parle d'un des tomes de One Piece qui m'a fait sentir le plus d'émotion, qui m'a fait le plus trembler, qui m'a fait le plus crier. Voilà, pour moi un des meilleurs tomes de One Piece, c'est le tome 78 de One Piece, l'icône du mal. Alors, c'est je crois l'avant-dernier tome avant la fin de Dressrosa. Donc on peut dire que c'est le début de la conclusion de Dressrosa. Puisque de toute façon on va le voir, il y a presque tous les éléments qui se finissent dans ce tome là, sauf un en particulier, mais on le verra comme je vous l'ai dit. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le sujet, avec au début quelques chapitres sur, l'histoire, Rebecca, le soldat unijambiste, Kyros et Diamante. Vous le savez, c'est pas l'histoire qui m'a le plus plu, je dirais même que c'est l'histoire qui m'a le moins plu, pour je pense plusieurs raisons. Déjà, Rebecca c'est pas un personnage qui m'a passionné, je l'aime bien, hein, mais c'est pas un personnage qui m'a passionné. J'ai eu du mal à ressentir de la tristesse comme elle le ressentait. Je pense que c'est dû au fait que c'est la troisième princesse qu'on voit quand même. Vivi, j'étais complètement avec elle. Shirahoshi aussi. Shirahoshi, elle était marrante parce qu'elle, c'était vraiment exagéré ses émotions, tout ça, c'était vraiment drôle. Mais là, c'était une Vivi, mais en fait, on la suit autant de temps, mais on la suit moins en tant que personnage principal, voilà. Puisque rappelez-vous, à l'Arc Alabasta, Vivi, on la suivait tout le temps vu qu'elle était dans l'équipage, elle a participé à plusieurs aventures des chapeaux de paille. Et voilà, et là, Rebecca, on la voit pas beaucoup. On a un flashback sur elle. Mais bref, j'ai pas trop rentré. Vraiment pas ressenti grand chose avec ce personnage. Et c'est vraiment dommage. J'espère qu'Oda, à l'avenir, nous mettra des princes et plus des princesses qui seront confrontés à d'autres problèmes que la filiation et tout, et qui vont ressentir, je sais pas, par exemple, le besoin de vaincre leurs conditions, ou je sais pas. Bref, ensuite, deuxième raison, c'est que je trouve que le personnage de Diamante n'a pas été assez mis en avant, d'une part par, je sais pas, son background, sa storyline, et d'autre part par sa force, puisque le combat, on en voit quand même pas mal de pages, mais on ressent jamais qu'il est spécialement bon au combat, ou que le combat est spécialement palpitant. On se dirait que Kyros va gagner, même si j'ai bien aimé sa technique déjà, où il transforme en tissu tout le plateau des tournesols. C'est vraiment ingénieux pour déstabiliser son adversaire, mais bon, ça n'a pas vraiment d'effet. Et la dernière technique qu'il utilise, c'est là par contre, j'aurais aimé voir plus de fourberie de sa part de ce genre-là. C'est quand il fait pleuvoir des confettis qui sont en fait des boulets de canon à pic. Ça, c'était une bonne technique, j'ai bien aimé. Mais bref, pour moi, Diamante, et même, je vous l'avais dit, en général, les commandants de Flamingo, à part Vergo, qui lui, je trouve, lui c'est le meilleur, hein, c'est celui qui a été le mieux développé, et pourtant, on le voit pas autant. On le voit pas autant que les autres, mais c'est celui qui laisse la plus forte impression. Les autres, ils sont un peu, j'ai pas envie de dire transparents, mais presque. Donc voilà, vous avez à peu près mon avis sur ça. Attention, je dis pas que c'était nul, hein. J'ai bien aimé le moment où Kyros reste debout face au pic et qui lui dit t'auras plus besoin de battre, il renvoie les pics avec son épée, etc. etc. Mais voilà, c'est pas le mieux qu'il y a eu dans cet arc, on va dire. Même s'il y a une image que j'ai beaucoup aimée, c'est Robin avec le dos en sang. Je sais pas pourquoi j'ai aimé, mais elle n'a pas eu de combat dans cet arc, elle n'a pas eu de gros combats. Mais voilà, ça montre qu'elle participe quand même, c'est cool. Ensuite, on a un récapitulatif assez ingénieux de la part d'Oda. C'est pour nous montrer un peu la situation sur la bataille. Il utilise les capacités de Pika Pika peut se fondre dans la roche, du coup Pika va un peu partout sur la bataille, regarder ce qui se passe, voir les ennemis, voir la traîtresse Peppy 5, tout ça. Et il décide de faire un choix, c'est d'aller attaquer le roi. Parce que si le roi Dold 3, je crois,
Le roi Riku quoi, Riku de l'âge 3, s'il meurt, bah la guerre sera presque vaine en fait. Même si y a plein de prétendants au titre, il y a Violette, il y a Kyros, il y a Rebecca. C'est le roi qui est un peu... c'est le roi dont le peuple a la confiance. Et donc, il se rend vers le roi. Et là, par contre, un gros moment, c'est la conclusion du combat Zoro contre Pika. Déjà, je vais commencer par ce que j'ai pas trop aimé dans ce combat. C'est que Zoro, même si ça lui a pris du temps, bah en fait, il a reçu aucun, entre guillemets, dommage. Enfin, sa seule difficulté, c'était de contrecarrer ce pouvoir. Alors, c'est un défaut pour moi parce que bah, on n'a pas trop ressenti la difficulté de Zoro. Mais c'est aussi un avantage parce que c'est le premier combat de Zoro où il fait face à ce genre de problème. Si on prend les combats de Zoro, par exemple, entre guillemets le même problème, c'était contre Mr. One, Das Bonus. Il devait vaincre son pouvoir, mais vaincre son pouvoir c'était couper encore plus qu'il pouvait couper, voilà. Avant il pouvait couper des pierres, il devait couper du métal. Contre Kaku c'était un combat d'épée, c'était un combat, c'est celui qui fera l'attaque qui gagnera. Et contre le samouraï Ryu je crois, je sais plus. Contre le samouraï, c'était aussi un combat de sabre, encore plus expéditif vu que on nous expliquait qu'ils avaient la même morphologie du corps et tout, et donc ça devait être rapide. Bref. Là, il doit réfléchir face à enfin, pas avec le même référentiel que d'habitude. D'habitude, quand il doit se surpasser, c'est qu'il doit couper encore plus. Là, il devait couper intelligemment. Et en relisant les tomes justement pour les reviews, on voyait que Oda il nous avait bien montré que Zoro il remarquait comment évoluait le pouvoir de Pika. On voit que à des moments il le coupe en deux, il regarde bien qu'il n'y a qu'un œil qui entre guillemets porte la vie, tout ça, et il décide justement d'attaquer au moment le plus opportun. Là où Pika il regroupe à peu près toute la masse de pierre pour aller attaquer le roi. Et grâce à un autre truc qu'il avait notifié, on le voit dans les tomes, hein, le fait que l'amiral Orlimbus il catapultait des mecs super vite, il lui dit bah envoie-moi dans l'air, je vais le couper en deux. Et on a une technique mais qui je pense va marquer l'histoire, hein. C'est il n'y a rien. Attendez. 9 montagnes et 8 océans forment un univers élémentaire. Il n'y a rien que je puisse trancher. Ishidai Zanzen Daisen Sekai. La double page de où Zoro coupe Pika en deux est incroyable. Enfin, Zoro il fonctionne comme ça. À chaque fois, on sait qu'il va devenir plus fort. On sait qu'il va battre son ennemi. Il en a fait la promesse. Mais à chaque fois, je reste surpris de la manière dont il fait ça. Pas dans le sens surpris, il a été ingénieux, il a utilisé ça, quoique là c'est un peu le cas. Mais surpris enfin je sais pas, il y a une mise en scène, une théâtralisation du truc qui fait que c'est incroyable. Et donc, ensuite, en fait la technique de Pika nécessitait qu'il appartienne à un bloc de roc en gros. Il peut pas se séparer de bloc en bloc. Il faut que les blocs soient liés pour qu'ils puissent se déplacer. Et du coup, Zoro, il s'est dit, je vais le couper en le plus petit possible. Je vais le traquer comme un chasseur pour qu'il reste dans le bloc le plus petit. Et donc, je saurai où il est. Donc, l'objectif, c'était de trouver sa localisation. Et il réussit. Et on voit ensuite, voilà, l'autre petit défaut, c'est que Pika, il arrive à activer il utilise son fluide sur tout son corps. Son fluide de l'armement. Et j'aurais aimé, je sais pas, que Zoro se prenne un coup, ou que quoi, enfin, qu'il ressente une difficulté. Mais, non, il le bat facilement. Il lui fait encore un coup d'épée avec les lames noires, les lames avec le fluide de l'armement. Et il le bat. Donc, sur ce combat, franchement, vous avez dû comprendre que j'ai beaucoup aimé. Mais que j'aimerais que Zoro ressente de la difficulté. C'est
Depuis quoi? Bah, depuis le Nouveau Monde, pour l'instant, il roule sur ses ennemis, mais d'une manière insolente. Hein, là, la première fois qu'il ressent dans la difficulté, mais c'est pas parce que son ennemi est fort, c'est parce que son ennemi a une capacité. C'est, je pense que qu'il y a plus grand monde pour arrêter Zoro. Il y a, je pense, dans les équipages des empereurs, des pirates suffisamment forts pour le faire. Peut-être aussi des Captain Corsair. Je sais pas ce qu'aurait donné le combat Zoro contre Doflamingo. Ça aurait pu être intéressant, mais bon, on le verra jamais. Donc il y a peut-être le nouveau Capitaine Corsair que je ne connais pas encore, qui pourrait se battre contre Zoro, ou je sais pas. On a vu dans cet arc qu'il y avait plein de pirates super forts, il y avait des Cavendish, il y avait des Bartholoméo, il y avait des Sai, tout ça. Et peut-être que, obligé qu'il y en ait d'autres qui vont se battre avec Zoro et qui auront les capacités pour. Je l'espère. J'ai envie de voir Zoro saigner. Parce que là, pour l'instant, comment il s'appelle? J'ai plus le nom du poulpe. Enfin, je crois du calamar ivre sur l'île des Empoisons, j'ai plus son nom en tête, désolé. Il l'a détruit facilement. Il y a Monet, il l'a détruit facilement. Et là, Pika, pas facilement, mais sans grand dommage. Voilà. Ensuite, à force que les branches se rejoignent pour former un tronc, donc que les différentes histoires se terminent, il y a une histoire parallèle qui se développe. C'est celle des révolutionnaires, qui visiblement en ont contre comment il s'appelle, Jesus Burgess, le commandant d'une flotte de Barbe Noire, et un des membres originaux de l'équipage de Barbe Noire. Voilà. Et donc, je sais pas trop ce qui va arriver. Peut-être que on sait que Barbe Noire cherche des fruits du démon. Peut-être que Burgess est en train de voler les fruits. Je sais pas comment on fait. J'ai aucune idée sur ça. Aucune idée de comment on procède à un vol de fruits du démon. Je crois qu'il y a peut-être des éléments de réponse dans l'arc Punk Hazard, au moment où Smile, comment on appelle ça, la salamandre faite en poison, explose après avoir mangé le bonbon. On voit qu'il y a un des fruits que ramènent les sbires de Caesar Clown, qui devient un fruit du démon. Mais après, est-ce que les fruits du démon voyagent entre guillemets jusqu'aux fruits les plus proches de la même sorte? Je sais pas. Ça, on aura les réponses probablement quand on verra Vegapunk. On le verra, j'espère, tôt ou tard. De toute façon, je pense que c'est un des éléments majeurs dans l'avenir de One Piece qu'on verra. Et donc voilà. Donc je sais pas. Que veulent les révolutionnaires à l'équipage des Barbes Noires? Normalement, les révolutionnaires, ils en veulent au gouvernement. Et là, ils s'attaqueraient à des pirates, je sais pas. Je ne sais pas. Et donc enfin, ce qui, je pense, va occuper le prochain tome aussi majoritairement, c'est l'ultime combat. Law, entre guillemets, Luffy contre Doflamingo. Le combat commence vraiment, parce qu'on a vu des petites fights avant, tout ça, mais là, Luffy est remonté à bloc, parce que, pas pour la première fois, mais Luffy rencontre un échec. L'échec, il n'a pas pu empêcher le combat avec son nouvel ami Bellamy, ou joli jeu de mots, donc son nouvel ami Bellamy. Il n'a pas pu empêcher le combat, il a été obligé de le fracasser, et on le voit sa colère. D'habitude, il arrive toujours, entre guillemets, à... les ennemis ne restent jamais longtemps des... je sais pas comment exprimer ça sans généralité. En bref, il a échoué dans ce qu'il voulait faire. Et là, il est remonté à bloc, on le voit. Il balance attaque sur attaque. En plus, il voit Trafalgar Law en sang. Il pense qu'il est mort au départ. Mais c'était encore une fois un stratagème de Trafalgar Law d'orchestrer sa mort pour utiliser sa technique ultime, Gamma Knife, qui détruit l'intérieur. Je sais pas trop comment ça fonctionne, parce que peut-être qu'il change des trucs avec ses rooms et tout, mais je sais pas, on dirait un couteau. Le pouvoir de Trafalgar Law, il a beaucoup de possibilités, et je ne les comprends pas toutes. Comme par exemple aussi quand il fait de l'électricité. Ça, j'ai une théorie, c'est que avec son pouvoir, il peut changer tout ce qu'il veut dans un espace, on va dire, dans un espace clos. C'est ce qu'il appelle ses rooms. Et moi, ma théorie, c'est qu'il
avec ça, il fait des petits trous où il change la position des électrons et du coup ça crée des courants électriques. Bref, je vais peut-être un peu trop loin. Revenons à l'essentiel, le combat. Law joue sa carte secrète, mais il n'arrive pas à mettre bout à Doflamingo. Parce que Doflamingo aussi, il a plus d'un tour dans sa manche et il utilise son pouvoir, ses capacités pour, entre guillemets, se recoudre de l'intérieur. Et ça c'est intelligent parce que, je sais pas si vous savez, mais il y a une grande partie, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois quelque chose comme 60% de nos tissus qui sont faits en fil, en fibre entre guillemets, de collagène, d'élastine, je sais pas, de plein de trucs. Et même si c'est un peu extrapolé de notre part, peut-être que Doflamingo peut choisir les fils qu'il veut faire entre guillemets, des fils plus ou moins élastiques et tout ça, et donc qui parviendrait à, comme ça, à reconstruire son corps et que ce serait pas uniquement des sutures. Je vais peut-être un peu trop loin, mais ça montre comment Doflamingo a exploité son fruit du démon à fond. De partir d'un postulat simple, faire des fils, il arrive à faire ça, c'est super cool. Et enfin, le combat continue, tout ça. On a des superbes scènes, comme la scène où Law est au sol et où le fil protège d'un coup de pied de Doflamingo. C'est incroyable cette page, j'aime vraiment beaucoup. Et le combat continue tout ça. Et même avec un bras en moins, et au sol en sang, Law, toujours de par son intelligence, arrive à battre Trebol. Et Trebol se fait exploser, voilà. Et si je force sur ce détail, c'est parce que quand il se fait exploser, en fait on s'en fout, on sait pas s'il est mort. Visiblement il serait mort, je sais pas. On n'a pas de flashback sur lui. On a un petit avant sur un peu Doflamingo et ses lieutenants qui l'ont entre guillemets réapproprié sa, comment on dit déjà, réapproprié sa condition de dragon céleste. En gros, ils l'ont considéré en dragon céleste, c'était cool pour lui parce qu'il avait perdu son titre. Et donc rien sur Trebol, je sais pas. Peut-être que dans les prochains tomes, en fait, il est pas mort et on le reverra s'enfuir avec Doflamingo KO. Doflamingo va finir KO. Luffy est trop énervé, on verra après pourquoi. Et donc voilà. Ensuite, après que tous les éléments entre guillemets spectateurs partent, c'est-à-dire Law qui est en sang par terre, donc qui ne fera plus rien, il a perdu un bras, il a perdu plein de trucs, il a perdu du sang, il a 3 balles de plomb dans le corps, bref, Law est HS, et Trebol, qui depuis là était spectateur, il rigolait et tout, il disait hey, Doflamingo tu vas le défoncer, mais bref, on voit ce qui arrive. Le combat, enfin la phase finale du combat commence. Et là, Luffy, face au fait qu'il manque de puissance, nous dévoile son Gear 4. Et ça c'est, franchement, je vais en faire une vidéo spéciale du Gear 4, mais déjà je vous en parlais là, je trouve ça tip top. Enfin le Gear 4, je sais pas pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas, moi j'ai adoré. J'ai jamais senti Luffy avec un tel niveau de force. Pas dans le sens où il est plus fort qu'avant, ça c'est logique, mais de montrer sa force comme ça, même le Gear seconde, je trouve il la montrait pas de manière aussi intense. En fait, le Gear seconde, c'est surtout une évolution de la vitesse. Il y avait une évolution de la force, bien sûr. On passait de Luffy qui n'arrivait pas à briser le Tekai ou raidissement de Blueno, à Luffy qui le fait saigner en un coup de poing, tout ça. Mais là, c'est... En plus, Luffy nous surprend nous-mêmes 3 fois par cette technique. Je vais vous expliquer. Déjà... il grossit, je crois qu'il passe de 1m75 à 3 mètres, c'est cool en augmentant la taille de ses muscles. Première manière dont il nous surprend, c'est en entre guillemets inversant son élasticité, en rentrant son poing dans son bras pour augmenter la force de rétraction, enfin la force de rétraction, oui, parce qu'il donne un coup de punch à ses coups de poing, on le voit. La première phase, c'est qu'il donne le coup de poing, et après,
il sort tout son poing et ça propulse Doflamingo à l'autre bout de l'île. Cette page aussi, cette double page, elle est incroyable. Enfin, on voit, ils sont sur le plateau et on voit Doflamingo, il se retrouve catapulté dans le centre-ville. Et après, il lâche sa petite punchline, mais quand on lui demande qu'est-ce que tu fais ici, il fait j'aimerais bien le savoir. Lui-même n'était pas prêt. Ensuite, on voit Luffy voler grâce à une technique qui ressemble un petit peu à celle du CP9. On voit que le CP9 a fait en partie beaucoup mûrir les Mugiwara. Là, c'est un mix entre une technique du CP9 et une capacité de son pouvoir. On voit qu'il rentre et qu'il sort ses jambes, un peu comme... Enfin, il n'y a aucun exemple, je pense, qui n'existe, mais je pense que vous voyez, il rentre, il sort, et du coup, ça propulse de l'air, et du coup, il se déplace. Et il nous sort le Rhino Schneider aussi, grosse coup de dans Doflamingo. Et incroyable. Enfin, j'ai pas les mots pour décrire tout ça. Je vous décris juste, donc ça peut paraître inintéressant, mais je peux vous dire que j'ai kiffé. Et en plus, fait très marrant, c'est que comment dire, le Gear 4 a un contre-coup, c'est que Luffy a du mal à se diriger, vu qu'en fait il est tellement tendu, sa peau est tellement, ses muscles sont tellement tendus que au toucher du sol, il rebondit. Donc c'est assez intéressant. Je sais pas si Doflamingo va exploiter cette faille, mais bon, on verra bien. Enfin, je verrai bien, je pense que vous, qui les escades, vous l'avez eu. Et ensuite, deuxième manière dont il nous surprend, c'est qu'il arrive à garder son élasticité avec le haki. Ça, c'est assez... même Doflamingo est surpris. Le haki, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que ça annule les fruits du démon? Je ne pense pas. Mais quand on voyait Luffy l'utiliser, il l'utilisait jamais sur son bras, sur tout son bras. Et surtout quand il se protégeait, c'était pour se protéger d'autres coups du haki. Donc voilà. Et enfin, troisième manière dont il surprend, c'est qu'il arrive à donner des angles, des vrais angles à son bras. Je sais pas comment il fait ça. Peut-être en jouant justement sur l'élasticité, enfin la tension de ses muscles. Je cherche des exemples depuis tout à l'heure, vu que c'est plus compréhensible pour vous et pour moi-même pour savoir comment il fait ça, mais j'en ai pas trop. Ça me rappelle un peu, vous savez, par exemple quand vous, exemple débile, quand vous tournez vos lacets, prenez un lacet et tournez-le sur lui-même, et en les rapprochant, ça va se... Enfin, je vais arrêter cette explication. Revenons à la review. Et donc voilà, le Gear 4, superbe. Je vous dis que je vous en ferai une vidéo dessus. Et je vous donnerai aussi mes hypothèses sur les prochaines évolutions de Luffy. Je pense que le Gear 4 Bone Man n'est qu'une partie du Gear 4. Que Luffy a un autre, entre guillemets, Gear 4, une autre forme de Gear 4 dans sa poche. Qui, elle, privilégierait la vitesse. Et où, je sais pas, par exemple, il ferait grossir ses nerfs. Plus les nerfs sont gros, plus les impulsions nerveuses sont rapides. Donc voilà ce que j'attends. Et pour finir, Doflamingo lui aussi nous révèle encore un atout dans sa manche, c'est l'éveil du fruit. Et il nous spécifie que il y a des conditions pour atteindre cet éveil. Je sais pas c'est lesquelles, peut-être... Enfin, ça m'étonnerait, mais un état de fatigue accrue ou je sais pas. J'ai aucun élément de théorie ou d'hypothèse là-dessus, pardon. Et j'attends de voir ce que nous réserve Oda. Parce que les éveils, on nous en parlait déjà à Impel Down. Il y avait les gardiens bestiaux, le koala, le zèbre, la vache et koala, zèbre, la vache et le rhinocéros, pardon. Et après, ils sont rejoints par le Chihuahua qui avait déjà cet éveil. Il y avait plusieurs hypothèses qui tournaient là-dessus, comme quoi c'était par exemple des fruits dérivés, par exemple une vache qui mange un fruit de la vache et donc elle devient une vache éveillée, ou voilà, c'était ça la principale hypothèse, mais apparemment ce serait pas ça, puisqu'il existe des paramécias éveillés et donc par conséquent logiquement des logia éveillés. Et donc voilà, je ne sais pas plus, j'attends de voir ce que nous réserve Oda. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments de réponse dans le prochain chapitre, et donc peut-être que je pourrais vous faire une théorie, je ne sais pas. Donc on est arrivé à la fin de ce tome, j'attends impatiemment le tome 79.
La couverture est démentielle. Il y a Fujitora, il y a Akainu, il y a Luffy en Gear 4, il y a Guts, il y a plein de trucs. La review arrivera probablement 3-4 jours après la lecture du tome, après la sortie du tome, pardon. Il sort pendant la Japan Expo, je crois. Et j'en profite pour vous demander, est-ce que ça vous intéresserait des vidéos sur des review tomes mais plus anciens? Parce que moi je relis souvent One Piece, et peut-être pour vous faire des reviews, des critiques comme ça, ça permettrait déjà de faire des vidéos de manière assez, enfin pas quotidienne, mais assez régulière, voilà. Je sais pas, 2 reviews par semaine sur d'anciens tomes, ça peut être intéressant, je sais pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et voilà, je vous laisse, à plus.